Chapitre 39. La bonne nouvelle. Il marcha un bon moment sur la plage, avec la nuit tahitienne, qui est une femme, la plus belle de toutes, et la seule mystérieuse. Les mains dans les poches, il sifflotait doucement. Son imagination créatrice continuait à le travailler. Il était très fier de son œuvre. L'âme captée et gardée éternellement dans le merdier terrestre pour le plus grand bien de l'industrie. Fini de dépendre du pétrole et de l'uranium. C'était beau, mais Con n'était pas encore content. Il se devait de faire mieux. Il ne suffisait pas de capter l'âme, il fallait encore parvenir à la désintégrer. Et fournir ainsi aux puissances une arme destructrice d'une force pratiquement illimitée. Il sifflotait dans la nuit, soulagé, apaisé, fier de la réussite de la plus belle des impostures, qui consiste à pouvoir se permettre de dire la vérité sans être cru. Ce n'était donné qu'au maître. Il prit sous sa chemise le cigare qu'il avait fauché à Callum et l'alluma. Dans l'obscurité, la petite lueur rouge pouvait servir de cible à un tireur caché. Mais il avait déjà eu affaire aux Chinois, aux Russes, aux Américains et aux Français, et il allait sans doute avoir quelques moments de répit. Con arriva au Pharet dans un agréable état d'euphorie. Autour du bungalow, toutes les formes étaient harmonieuses et paraissaient tracées de main de maître. Sur fond de lune, la montagne dormait, blottie contre le ciel, et les cocotiers se penchaient vers la blancheur de la plage, d'où montaient les senteurs marines des coraux dénudés. Con poussa la porte. Le tanné sauta hors du lit, saisit son pantalon sur la chaise et bondit par la fenêtre. « Oh, pardon !» dit Con. Mais Eva demeura tranquillement allongée et ouverte. À son air heureux et paisible, Con vit qu'il n'était pas arrivé trop tôt et qu'il n'avait rien interrompu. Elle lui sourit et s'étira. Il grommela quelque chose et s'approcha du lavabo. Son rasoir était encore humide, couvert de savon et de poils. Con fut outré. « Nom de Dieu !» hurla-t-il. « Je n'admets pas qu'on se serve de mon rasoir. Qu'est-ce que c'est que ces façons? C'est absolument dégoûtant. Dès que j'ai le dos tourné... » Con, il faut toujours que tu fasses des histoires. Et puis qu'est-ce que c'est, cette façon de sauter par la fenêtre sans dire bonjour ni rien? Il est timide. Timide. Regarde, il s'est même servi de ma brosse à dents. C'est dégueulasse à la fin. Il fallait bien. Il ne savait tout de même pas en venant ici qu'il allait avoir besoin d'une brosse à dents. Qu'est-ce que c'est que ce corneau? Est-ce que je sais, moi? Je viens de le rencontrer. Ah bon? Il y a quelque chose à manger? Je t'avais bien préparé à dîner, mais il a tout bouffé. Con s'approcha du lit. Écoute, toi, je vais pas te donner des leçons de morale, mais quand on laisse un type se servir du rasoir et de la brosse à dents de son homme, et puis lui bouffer son dîner, c'est qu'on ne sait pas s'occuper de son popa. J'ai de la peine. Con, écoute. Il n'y a rien dans le frigo? Mais Eva était sur le point de pleurer. Rien ne blesse plus profondément une vainée que de s'entendre dire qu'elle ne sait pas s'occuper de son popa. Je croyais que tu allais dîner dehors. Et puis tu sais bien, quand on fait l'amour. Con se radoucit. C'était vrai. On ne peut pas être partout à la fois. C'était une vraie Tahitienne, mais Eva. Elle savait ce qui était important. L'amour, c'est sacré. Ça passe avant tout. Il s'assit sur le lit et lui caressa la joue,
Allez, ne chiale pas. Tu es une bonne petite. Elle l'entoura de ses bras, se serra contre lui. On est heureux ensemble, conne, n'est-ce pas? Il fit oui de la tête, gravement. Tu m'aimeras toujours, conne? Oui. Il se fâcha encore un peu. Mais il faut que tu comprennes que la brosse à dents d'un Popaa, c'est sacré. Je t'en achèterai demain une autre, chez le Chinois. Il posa doucement la tête sur sa poitrine. C'était bon, formidable. Le bon Dieu fait bien les choses, quand même. Oui, il a réussi un truc ou deux. Mais il nous a laissé encore du boulot. Ben, y a qu'à pas le faire. Con fut impressionné. C'était très vrai, ça. La lampe à huile donnait juste assez de lumière pour respecter la quiétude de la nuit. Le surf s'était couché. Très loin, un coq trompé par les clartés nocturnes ne cessait d'annoncer l'aube, avec la conviction du faux prophète. Un lézard tomba sur la moustiquaire, palpita un instant dans une immobilité terrifiée, puis fila comme une flèche. Mais Eva caressait doucement ses cheveux, le serrait dans ses bras, comme toujours lorsqu'elle le sentait inquiet. Elle ne comprenait pas l'inquiétude. Con non plus, d'ailleurs. C'était ce qu'il y avait de plus inquiétant dans l'inquiétude. Con. Il se tourna vers elle, serra sa main dans la sienne. Je suis là. Il voulut ajouter, je serai toujours là. Mais il ne pouvait pas l'emmener en France avec lui. Une veille née, en France, ça s'étiole, ça perd ses couleurs, ça disparaît. Il la regardait, couchée dans sa chevelure. Ses yeux immenses et sombres s'agrandirent encore. Elle hésita, et Con se demandait quelles étaient les pensées secrètes de cette splendeur vivante que les dieux semblaient avoir abandonnée derrière eux dans leur fuite, au commencement de la réalité et à la fin des âges mythologiques. Con, gratte-moi le dos, dit-elle enfin de sa voix profonde. L'imagination des Vainés n'était jamais à bout de ressources. Il se mit à gratter. Elle ronronnait. Ce que tu fais bien ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Con régnait en maître. Il avait toujours su qu'il était un amant formidable. Il pouvait gratter un dos pendant des heures sans faiblir. Con, Flora, la cuisinière du gouverneur, elle me dit qu'on ne parle que de toi, chez eux. Il paraît que t'es quelqu'un de bien. Je veux pas que tu t'en ailles. Si t'es quelqu'un de bien, tu vas sûrement me plaquer. Et maintenant, alors qu'on a un gosse ensemble, Con se figea. On a un gosse ensemble? Depuis quand? Je vais avoir un gosse. De moi? Je sais pas s'il est de toi, mais je veux bien que tu sois le père. Tout ce que j'ai est à toi, Con. Il connaissait assez bien les Tahitiennes pour savoir que c'était une grande preuve d'amour. Il se sentit ému et éprouva même une pointe de fierté inattendue à l'idée d'être père. La vieille vanité masculine, quoi. Tu sais de qui il est? Mais non, comment veux-tu que je sache? Ne te vexe pas, je te demande ça comme ça. J'ai tout de même le droit de savoir de qui il est, mon fils. Je vais m'en occuper, je te le promets. Sans blague, ça me fait quelque chose. Elle sourit. C'est vrai? Ben oui. Je suis comme tout le monde, moi. Ça fait rien. Je ne savais pas que j'avais la tripe paternelle. Tiens, je voudrais bien que ce soit un garçon.
C'est marrant. J'ai jamais pensé que ça me ferait un tel effet, d'être père. Il va être beau, tu verras. J'ai jamais couché avec des gars moches. Tu pourrais être fier. Con avait brusquement l'impression d'avoir réussi sa vie. Il avait même des palpitations. C'était la première bonne nouvelle qu'il recevait depuis longtemps. Il faucha une larme. Mais Eva lui prit la main. Ne pleure pas, Gégène, dit-elle. C'est formidable. Gueulait Con. Mais Eva lui caressait la main. Je t'en ferai d'autres, des gosses, je te le promets. Je t'aime, Con. Con était bouleversé. Ce fils, qu'il n'avait pas engendré, ne pouvait être que quelqu'un de bien. Peut-être même quelqu'un de mieux que ça. Le rêve déchirant d'une naissance extraordinaire était toujours là, en lui, comme le dernier espoir de l'espèce. Ne pleure pas, Con. Il sanglotait. C'était merveilleux de pouvoir donner au monde un fils qui n'avait rien de commun avec vous. Con ne s'était jamais senti mieux depuis qu'il avait perdu ses parents. Il savait qu'il était en train de se laisser aller au sentiment, mais il fallait bien essayer de sortir de l'humain. Pour devenir enfin un homme. Allez, Gégène, ne chiale pas. Tu vois pas que je suis ému. On va célébrer ça. Viens, on va guincher. Il s'inquiéta soudain. Tu peux danser au moins. Ça va pas tomber. Mais non, ça tombe pas comme ça. Quand c'est accroché, c'est accroché. Ce qui me fait penser, il faut que j'achète de longs gants, gris, pour les morpions. Je sais pas où j'ai rattrapé ça. Il n'y a plus un endroit de propre. C'est où Nano? Grogna mais Eva. Elle est pas française, cette fille-là. Elle s'occupe pas. Il alluma un cigare. À nouveau, l'idée d'avoir un fils de père inconnu éveillait en lui un espoir confus. Ils se levèrent, sortirent du Farret, marchèrent sur la plage, la main dans la main. Devant eux, des kilomètres de sable blanc semblaient être là pour le plaisir des pas. Quand c'est que tu vas rentrer en France, Con? Pourquoi tu crois que je vais rentrer? T'as l'air d'un chien battu. Il savait que le séjour dans l'île devenait impossible. Il pouvait encore s'évader. Il y avait d'autres îles, encore vierges, dans les atolls lointains. Mais ils allaient le retrouver rapidement. Il était la prunelle de leurs yeux, et ils n'allaient pas le laisser échapper. Ainsi que De Gaulle ne lui avait pas dit, lorsqu'il n'avait pas mis au point son fameux raccourci nucléaire. C'est un honneur pour moi de partager cette époque historique avec un si grand homme. Il sourit. Il luttait encore. Il continua, jetant bas le poids de son identité, laquelle n'était qu'une identité de rencontre, puisqu'elle l'était toute. Quelle gratitude dans le monde lorsque le premier engin, auto, machine à laver ou moissonneuse, animé par un moteur de 2 ou 3 âmes, on dira un moteur de 2 ou 3 souffles, allait être mis sur le marché. Personne ne pourra plus dire que l'humanité avait perdu son âme.
La veille, il avait eu une entrevue avec Bizien et il avait fait au grand promoteur le récit complet des événements. Bizien l'avait écouté poliment, sans manifester le moindre étonnement ou scepticisme, et avec beaucoup de courtoisie. Cohn ne savait pas si son patron croyait à cette confession, ou s'il n'y voyait qu'une de ces improvisations charlatanesques dont il était lui-même un connaisseur si éminent. Une coïncidence absolument unique, et qui m'ouvre toutes sortes de possibilités. Comme l'Interpol me recherchait pour diverses escroqueries. Je me suis fait modifier le visage au Venezuela. Et que se passe-t-il? Le chirurgien, par un hasard extraordinaire, me donne les traits d'un grand savant français, qui a disparu il y a 2 ans, probablement assassiné, un des pères de la bombe à hydrogène française, et qui avait même le plus beau projet en tête. On le cherche partout, et naturellement, on me reconnaît. La ressemblance est, paraît-il, frappante. Alors les uns essayent de me supprimer, les autres de me protéger. Tous veulent que j'aille travailler pour eux. Vous vous rendez compte? Je suis censé œuvrer à une nouvelle arme absolue, moi. Bizien suçait rêveusement une olive. Son visage était vide d'expression. Très joli, dit-il. Vous ne me croyez pas, naturellement. Mais si, dit Bizien poliment. Remarquez, je vais le faire. Je suis capable de tout. Je sais, je suis l'homme. Après tout, lança Cohn, sur ce ton exagérément mélodramatique et parodique, qu'il adoptait toujours afin de brouiller les pistes et pouvoir ainsi dire la vérité sous un air de mensonge. Je suis l'homme, et comme tel, appelé à disparaître, puisque nos meilleurs penseurs annoncent ma fin prochaine. On essaye donc de me supprimer, et en même temps de me sauver. On a raison, je suis imprévisible. Capable aussi bien de me faire crucifier comme sauveur que d'inventer une arme de destruction totale. C'est pile ou face. Je suis comme ça, moi. Bizien fit un geste d'approbation. Cohn ne savait pas si ce geste signifiait que ce picaro fraternel croyait à son récit, ou s'il témoignait de l'estime que son collègue lui portait. Évidemment, j'aurais pu leur dire que ce n'est pas moi. Mais au fond, c'est moi. C'est toujours moi. Je suis passé aux aveux. Il ne sert à rien de nier. C'est comme si je prétendais que ce n'est pas moi qui ai crucifié Jésus, inventé l'esclavage des Noirs et la révolution culturelle, ou comme si j'essayais de faire croire que l'extermination des Juifs, le Vietnam, Hiroshima, la pollution ou les croisades, ce n'est pas moi. C'est toujours moi, évidemment. De toute façon, je ne peux plus fuir. Il n'y a plus où aller. Les petits yeux sans expression du promoteur montèrent lentement pour rencontrer les siens. Cohn soutint le regard sans broncher. Il y eut, sur le visage de Bizien, une trace de sourire. Ça ne prenait pas du tout. Pour la première fois dans son existence de salopard, Cohn rougit. Les croisades avaient été très mal organisées, dit Bizien sévèrement. Et Cohn ne savait pas si le Napoléon du tourisme changeait de sujet avec tact ou s'il regrettait de ne pas avoir été là pour prendre les choses en main. L'aube venait. Derrière la palmeraie, les paillotes du village de Taé saluaient la naissance du jour de leurs fumées immobiles. Du large, de longs frissons blancs couraient vers la plage. L'homme et la femme marchaient la main dans la main sur le sable rose. Cohn chantait.